Well, It's okay. Do you hear me with less noise? That's okay now? You're clear, Ndieme. Yeah, okay, it's okay. So I can open my microphone. So I have 39. Yeah. So Ndieme, you can go ahead. Let's just ensure that the president. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Merci beaucoup d'être connectés à l'heure, on va dire, parce qu'on avait prévu de démarrer plus tôt. Mais en attendant que les autres participants arrivent, nous vous invitons à réfléchir sur la question qui est ici, qui est posée. On imagine un monde où on a des entités à but non lucratif et toutes les parties prenantes qui vont s'accorder sur une norme internationale basée sur des bonnes pratiques. On vous donne 10 à 10 minutes, le temps que d'autres participants nous rejoignent. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour. C'est bien gentil, mais je pense bien que l'heure est l'heure, hein? Les retardataires peuvent prendre le train en marche. Bien sûr, je pense qu'on a déjà 44 participants. Ouais, mais on peut démarrer, parce que là aussi, l'heure, c'est l'heure, quoi. Au moins que les gens essaient de respecter le rendez-vous. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ouais. D'accord, on va donner le signal, on va démarrer. La parole est à Oumou. Oumou, on peut passer à l'introduction. Oui, en fait, c'était prévu de démarrer à 15h, en fait, GMT. 14h30, c'est pour le démarrage de la réflexion de la diapo qui est à l'écran. Mais la réunion proprement dite, c'est 15h GMT. On avait dit 14h30, les gens peuvent se connecter pour partager cette réflexion-là que vous voyez à l'écran. Donc, effectivement, on commence la réflexion sans attendre les retardataires. Mais c'est vraiment proprement dit, c'est 15h le démarrage effectif. Merci beaucoup d'être là. Merci déjà à ceux qui sont là à l'heure. La réunion démarre à 15h alors, si je comprends bien. Voilà, mais donc de 14h30 à 15h, nous vous invitons, comme l'a dit Ndieme, nous vous invitons à imaginer là, ce qui est à l'écran, de réfléchir au sujet. Voilà. Ok, merci. Moi, je me reconnecte à 15h. Merci. Ok, d'accord. Merci. Oh, sorry, we need to start. We need to move to the next slide. This slide is for before the beginning of the meeting. So I think we need to, yeah, we need to start and move on to the next one if it's okay. Okay. The meeting we said, I thought the meeting we said 3. Okay, let's start because that person is just going. We said 3, in fact, it's 2 hours from 3 to 5. Everybody has been told 2:30. So all the people who've registered, they've come at 2:30. So we need to start. But the message we sent to all the participants was 3 to 5, really. But people may connect at 2:30 to just start connecting. Oh. Mm-hmm. The messages from Humentum said 2:30. Oh dear, we've had a miscommunication. On the website, it says 2:30. And on the calendar invite and on the registration email, it says 2:30. Oh dear. I think it's better maybe to wait until 3. And we will meet many people will come at 3. Donc, vraiment, on s'excuse auprès de ceux qui sont déjà connectés à 2h30.
Mais 2h30 à 15h, c'est vraiment, c'était le temps, si on peut dire, de connexion, de réflexion individuelle. Et l'atelier vraiment commence à 15h. OK. OK. Donc, merci à tous ceux qui sont là. S'il vous plaît, patientez. J'ai envie de patienter donc, juste 20 minutes. Et pendant ce temps, donc, de réfléchir à ce qui est proposé à l'écran. S'il vous plaît. Merci. Rebonjour à ceux qui se sont connectés en avance et merci beaucoup. Je pense que vous avez eu l'occasion de réfléchir sur la question qu'on avait posée par rapport aux 30 minutes d'attente. Et on remercie encore tous les participants de s'être connectés. Et on espère aussi d'ici la fin, qu'on avance, qu'on aurait d'autres participants qui nous rejoignent. Mais comme il est 15 heures et on doit démarrer pour pouvoir respecter le temps qui nous est imparti, nous lançons la réunion qui est, comme on dit, c'est pour le processus de consultation, pour l'élaboration des directives pour la norme IFR for NPO. C'est pour les entités à but non lucratif dont l'information financière doit être normée sur une base d'une norme internationale basée sur de bonnes pratiques. Donc, le processus aujourd'hui, la réunion aujourd'hui, c'est pour cette consultation, c'est dans le cadre de cette consultation.
Je laisse la parole au président de l'ONITA du Sénégal qui va lancer la session de 2h, 2h30 que nous aurons à partager ensemble. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Président, vous avez la parole. Oui, bonjour Ndiamé. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Serigne Moustapha Ka, président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Et je vous souhaite la bienvenue en terre sénégalaise, en tout cas à travers ce webinaire-là, qui rentre dans le cadre des consultations effectivement du projet de IFRS for NPO. Comme l'a rappelé Ndiémé, c'est un projet qui vise à élaborer en tout cas un référentiel de normalisation pour en tout cas l'information financière des entités à but non lucratif. Donc c'est vraiment avec plaisir et enthousiasme que l'Ordre du Sénégal a été invité à organiser cet atelier-là, atelier de partage, pour effectivement recueillir un certain nombre d'informations auprès des parties prenantes, en tout cas sur les entités à but non lucratif, pour pouvoir établir en tout cas une norme internationale qui rendrait l'information financière en tout cas la plus complète possible au niveau des entités à but non lucratif. Mais c'est également le lieu de discuter éventuellement des contraintes et en tout cas des difficultés qui pourraient naître dans l'élaboration de cette norme-là. Rencontrer toutes les parties prenantes, en tout cas les régulateurs, les acteurs des entités à but non lucratif, la profession comptable, éventuellement les autorités, pour pouvoir échanger et mettre vraiment dans la corbeille toutes les informations utiles pour que cette norme-là puisse être élaborée dans les meilleures conditions. Juste pour rappeler que parallèlement à cette norme internationale, l'environnement OHADA était en train de travailler sur une norme, en tout cas sur les mêmes entités, sous forme d'actes uniformes ou selon, et les discussions sont bien avancées et toutes les parties prenantes avaient été invitées à commenter cette norme-là qui est locale, qui est d'une normalisation parallèle à la norme internationale et qui peut-être aboutirait avant, ou en tout cas il y a une coordination peut-être qui devrait se faire avec la norme internationale. Mais vraiment, ces deux projets, c'est heureux que ça coïncide. Et donc, vraiment, le Sénégal a été invité par la PAFA pour vraiment faire entendre la voix de l'Afrique sur ce projet important, parce que le secteur des entités à but non lucratif est très présent en Afrique. Donc, c'est vraiment une occasion rêvée de pouvoir, dans les priorités de la PAFA, la Pan-African of Accounting, de faire entendre la voix de l'Afrique, donc vraiment et dans la normalisation internationale. C'est vraiment dans ce processus-là que le Sénégal est rentré dans la consultation dès le mois de janvier de l'année dernière et avait désigné des représentants pour pouvoir vraiment mener le projet. Donc, et les consultations ont démarré en juin avec la représentation de Oumou Touré, qui est la présidente de la commission de formation, qui dirige d'ailleurs cet atelier-là d'information et de partage, et que vous entendrez tout à l'heure avec un autre collègue du Conseil. Et donc, vraiment, c'est fort de l'intérêt que le Sénégal avait sur ce projet-là que Oumentoum et SIFPA avaient demandé à l'Ordre du Sénégal d'accueillir en tout cas cet atelier de partage-là, pour que l'information puisse être partagée à toute la communauté francophone, tous les acteurs du secteur, pour pouvoir échanger davantage sur l'information, sur les difficultés et éventuellement sur comment ce processus-là devrait être mené pour un succès total. Donc voilà un peu à titre d'introduction ce que je voulais dire, pour vraiment vous accueillir encore, vous souhaiter la bienvenue et en tout cas souhaiter que les discussions ou les informations qui seront partagées dans ce cadre-là puissent être utiles pour la poursuite du projet. Donc voilà Oumou, ce que je voulais dire. Je te laisse piloter et je te remercie avec toute l'équipe de l'Ordre et Ndiémé d'avoir vraiment contribué en toute intelligence avec Oumentoum et la SIFPA à organiser cet atelier d'information et de partage. Donc voilà, je vous souhaite un bon atelier et j'espère que toute l'information qui sera recueillie là pourra être versée dans la corbeille de Oumentoum et SIFPA
pour que ce projet de normalisation puisse aboutir dans l'horizon qui a été fixé 2025 au plus tard. Et je vous remercie à tous. Merci, Président, pour cette introduction. Donc, la présentation étant déjà faite par le Président pour moi, je vais aussi présenter donc les autres animateurs de cette, ou animatrices de cette réunion. Vous avez déjà entendu même Ndiémé Paye Badiane, qui est membre de la commission normalisation professionnelle aussi, qui va faire l'essentiel des présentations. Voilà, je vais mettre ma vidéo. Et donc, mais avant que Ndiémé ne fasse cette présentation, nous allons donner la parole à Madame Samantha Musoke, qui est la directrice du projet IFR donc for NPO, qui va donc intervenir dans un petit moment. Mais je voudrais aussi vous présenter Madame Mariama Sow Sibi, qui va intervenir vers la fin de cette réunion, et qui est donc au niveau du projet IFR for NPO, qui est donc ce qu'on appelle le champion pays au niveau du Sénégal, et qui travaille donc aussi, qui est donc une professionnelle de la comptabilité, qui travaille dans un projet financé par l'USAID, Feed the Future. Donc, sans tarder, je vais donner la parole donc à Madame Samantha Musoke. Samantha, vous avez la parole. Merci, Madame Touré, pour cette introduction. Pardonnez-moi parce que je ne parle pas français, mais je suis la directrice du projet IFR pour NPO, pour Momentum, et je tiens à vous remercier personnellement d'avoir assisté et participé à l'événement d'aujourd'hui. Je suis originaire du Royaume-Uni, où j'ai suivi une formation d'expert comptable, mais j'ai vécu et travaillé en Ouganda pendant 20 ans. Nous sommes sur un parcours vraiment passionnant pour développer le premier guide au niveau mondial en matière d'information financière pour les entités à but non lucratif, qui augmentera la responsabilité et la cohérence, tout en réduisant l'inefficacité causée par plusieurs référentiels comptables. Ma passion personnelle pour ce projet est de m'assurer que nous parcourons ce voyage avec les personnes du monde entier qui l'utiliseront. Cela inclut les parties prenantes comme vous, les EBNL, les veilleurs de fonds et donateurs, les régulateurs, les comptables, les auditeurs et la société civile dans son ensemble. Je tiens tout particulièrement à remercier l'ONECA pour l'accueil de cet événement. Encore bienvenue. Merci. Je redonne la parole à Madame Touré. Merci beaucoup, Madame Samantha, et bravo pour le français, hein? C'est très, très bien. Voilà. Et alors, je pense que donc, je vais redonner la parole à Madame Ndiémé pour la présentation. Merci beaucoup, Oumou. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Samantha. La présentation a été très claire en français. Ça aurait été bien qu'on vous laisse continuer, hein? Mais merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité, l'ONECA du Sénégal, pour pouvoir présenter cette réunion, travailler avec vous pour bâtir le futur de l'information financière. Je suis Ndiémé Paye Badiane, je suis expert comptable, membre de la commission normalisation de l'ONECA. C'est à cet effet que nous venons présenter, faire la réunion, organiser la réunion avec toutes les parties prenantes de l'information qui pourront contribuer à bâtir le futur de l'information financière. Nous allons vous présenter l'agenda de cet après-midi qui va prendre 2h, 2h30. Et vous verrez, on a en première partie l'accueil et la présentation des participants.
On vous donnera tout à l'heure la procédure pour les présentations. En deuxième point, nous allons parler du contexte du projet, de la conception du projet. En troisième partie, on aura l'organisation de groupe de travail. Ce qui est important à retenir dans cette réunion, c'est que c'est un atelier pour partager. Et pour partager, on va faire des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, on va discuter de l'exposé, de tout ce qui a été dit à propos du contexte et écouter, avoir vos voix, avoir vos avis et observations. On aura également une partie pour vous dire comment participer au processus de consultation parce que c'est très important. C'est l'objectif également de cette réunion. Vous allez connaître le process, l'état d'avancement du processus de consultation, mais également comment vous pouvez participer à cette réunion, effectivement, qu'on aura vers la fin. Sans tarder, nous allons vous dire encore bonjour. Merci pour ceux qui nous ont rejoints et qui continueront de nous rejoindre le temps qu'on termine. On espère qu'ils vont tous nous rejoindre, ceux qui sont inscrits. Vous avez l'occasion de vous présenter au niveau du chat. Vous pouvez donner votre prénom et nom, votre fonction. Si vous n'avez pas de fonction spécifique, vous pouvez être indépendant. Votre fonction et votre organisation. Si vous n'êtes pas dans une organisation dédiée, vous pouvez mettre indépendant, vous travaillez pour votre compte. Donc, vous avez quelques minutes pour vous présenter au niveau du chat pour nous permettre de connaître notre audience, de savoir exactement quels sont aujourd'hui les participants à cette réunion. Merci beaucoup. Donc, nous vous laissons vous présenter au niveau du chat. Diem, there's a short poll to be run. Is it okay if Lucy runs the poll? Yeah, Lucy, do you want to run the poll? Lucy, are you able to run the poll? It's running. Okay, I don't see it. Thank you. Sam, are you going through the poll? Nous avons 50% pour la première question. Nous pouvons attendre un peu.
Maintenant, c'est 60%. That's enough, Lucy. It's just supposed to be very short. Yeah, it's okay. Je partage les résultats. Ndieme, vous pouvez continuer. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de s'être présenté. Nous voyons qu'on a une audience effectivement riche en participation parce qu'on a le Sénégal et on a les autres pays africains également qui se sont connectés. On espère que ce sont nos voisins et tous les pays de l'Afrique qui parlent de français, dont l'objectif a été de les réunir autour de ce projet. Nous avons également, au niveau des parties prenantes, une bonne participation des entités à but non lucratif, ce qui est très intéressant parce que la norme, voilà, elle est aussi pour eux et on verra exactement dans le développement de cette réunion comment cette norme les vise particulièrement. Lucie, merci beaucoup. De rien. Donc, sans tarder, nous allons rentrer dans le premier point de notre réunion. C'est de vous parler de la norme IFR for NPO. Comment est en train d'être élaborées les lignes directrices pour cette norme internationale. Donc, nous allons partager avec vous cette vidéo internationally applicable afin que vous financial ayez reporting une même guidance idée for non-profit organizations. It is coordinated by Humantum and the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. You probably know that businesses have international financial reporting standards. De 5 ans, IFR pour NPO est une initiative de 5 ans visant à développer le tout premier guide d'information financière applicable à l'échelle internationale pour les organisations à but non lucratif. Il est coordonné par Humantum et le Institut agréé des finances publiques et de la comptabilité. Vous savez probablement que les entreprises ont des normes internationales d'information financière et que les gouvernements ont des normes comptables internationales pour le secteur public, mais le secteur à but non lucratif n'a pas d'équivalent. Cela compromet la cohérence et l'utilité des rapports financiers et, en fin de compte, nuit au sentiment de confiance et de responsabilité qui est si essentiel à son efficacité. Le système actuel est également inefficace, avec une duplication des efforts à la fois pour les OBNL et les bailleurs de fonds pour répondre à des exigences financières multiples et parfois contradictoires. Une étude universitaire réalisée en 2014 a reçu des réponses de 179 pays. 72% des personnes interrogées convenaient qu'une norme internationale pour les OBNL serait utile. Le projet IFR pour NPO répond donc à cet appel. En impliquant un large éventail de parties prenantes, les nouvelles orientations bénéficieront du soutien de la communauté comptable et des OBNL, ainsi que de ceux qui les financent et les réglementent. Les orientations sont élaborées dans le cadre d'un processus techniquement rigoureux en 3 étapes impliquant une phase de consultation et l'élaboration d'un exposé sondage, les orientations finales étant disponibles à partir du début de 2025, l'objectif étant qu'au moins 10 pays utilisent les orientations d'ici 2030 et d'autres suivront. Le projet dispose d'un groupe consultatif technique impliquant des normalisateurs nationaux de tous les continents et un observateur officiel de le Conseil des normes comptables internationales. Et le groupe consultatif des praticiens nous aide à garantir que les conseils répondront aux besoins des utilisateurs. Les bailleurs de fonds fondateurs partagent notre vision de ce projet qui change la donne. Nous avons l'opportunité d'une génération. Nous pouvons accroître la responsabilité et la transparence tout en réduisant l'inefficacité du système actuel.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous. J'espère que vous voyez la pertinence de cette norme. Vous voyez effectivement l'enthousiasme et toute la passion qui est autour de ce projet, comme l'a dit tout à l'heure Samantha. L'objectif, comme on dit, c'est d'élaborer les directives pour la norme internationale pour les entités à but non lucratif. Et la question principale qui se pose, c'est quels sont les états financiers qui sont visés par cette norme. Quand on parle d'état financier, on va parler de toutes les transactions au niveau d'une entité. Ces opérations sont traitées dans le système comptable pour délivrer des rapports internes, pour délivrer des rapports pour des bailleurs, pour délivrer à la fin des états financiers à usage général. L'objectif de cette norme principalement est de faire focus sur les états financiers à usage général. Parce que ces états financiers à usage général sont ces états financiers qui permettront de pouvoir produire des rapports internes, mais aussi des rapports à des bailleurs et qui permettront d'être audités sur une base normalisée. Ces états financiers aujourd'hui comportent les états financiers également, et les notes et le rapport, les rapports narratifs annexes. Donc, le focus, les états financiers qui sont visés par cette norme, on le rappelle encore, ce sont les états financiers à usage général. Bien entendu, il y a un autre projet qui est développé actuellement par Omentou qui va travailler sur l'harmonisation des formats de rapports des projets financés par le bailleur. Mais gardons une idée, gardons un élément essentiel, c'est que ces états financiers aujourd'hui sont pour les états financiers à usage général. L'autre question qui se pose, c'est quelles sont les parties prenantes? Quand on parle de parties prenantes, on va avoir les états financiers. Dans ces parties prenantes pour ces états financiers, on a les utilisateurs, les préparateurs de comptes et des auditeurs. Parmi ces utilisateurs, nous avons les bailleurs de fonds. Bien évidemment, quand on parle d'entités à but non lucratif, on parle souvent des bailleurs, des donateurs, mais des régulateurs. C'est ce qui norme les états financiers, ce qui régule les entités de ce secteur-là. Les clients, qui sont les bénéficiaires des services, qui sont les membres de ces entités à but non lucratif, et bien entendu, le public sont parmi les utilisateurs. Nous avons les préparateurs de comptes. Les préparateurs de comptes sont les entités à but non lucratif. Parmi ces préparateurs de comptes, on a au sein des entités, les professionnels comptables, on a les professionnels experts comptables qui les accompagnent pour la préparation des comptes. Nous avons également au niveau des parties prenantes les auditeurs. Bien entendu, les auditeurs ont besoin de cette norme parce que c'est eux qui aident, c'est eux qui permettent à ces entreprises ces entités de pouvoir appliquer, de mettre en œuvre toutes les normes et les directives qui sont en train d'être élaborées. Donc, ça, ce sont les parties prenantes qui sont prises en compte dans la rédaction, dans l'élaboration des lignes directrices de la norme IFR for NPO. On a les bailleurs, on a les entités à but non lucratif et on a les émetteurs d'opinion qui sont intéressés, divisés en ces trois parties. Et derrière, il y a un groupe de référence des donateurs qui appuie très, très fort pour l'élaboration de cette norme. L'autre question qui se pose, c'est ce que le projet va permettre. Nous sommes dans les entités à but non lucratif, un secteur qui n'est pas normé. Le principal problème qui est tout le temps soulevé, c'est qu'on est dans un secteur où il n'y a pas de normes internationales, où il n'y a presque pas de normes spécifiques. On le voit très bien. À chaque fois qu'on a des entités, on est obligé d'aller chercher des normes qui sont le plus proches, qui sont peut-être plus faciles à appliquer selon la logique du bailleur, selon la logique des donateurs. On se retrouve souvent avec des problèmes de rapports financiers incohérents. Bien sûr, incohérents, parce que quand on n'a pas de normes, quand on n'a pas des lignes directrices, on va travailler sur la base de cette logique et cette logique peut être incohérente d'une entité à une autre. Bon, les bailleurs de fonds, on le voit, ils ne peuvent pas être satisfaits dans ces conditions-là.
parce qu'il y a un problème de conformité des formats qui peuvent changer d'une entité, comme on dit, à une autre, d'un pays à un autre, avec des coûts très élevés. Et quand on parle des coûts élevés, on ne parle pas de coûts financiers seulement, c'est le coût des ressources internes. Les ressources internes qui doivent faire tout le temps plusieurs rapports, plusieurs documentations pour les bailleurs spécifiques, alors que des états financiers à usage général normés pouvaient permettre de rapidement permettre aux donateurs de pouvoir les utiliser, de pouvoir faire toute leur analyse et de délivrer les fonds dont ils ont besoin d'octroyer à ces entités. Quand on parle de coûts élevés, quand on parle de problèmes de conformité, cela va sans dire, on aura des problèmes de transparence, on aura des problèmes de fraude, de double financement qu'on a bien vu au niveau de ces entités-là. Parce que tout simplement, vous pouvez avoir 2 à 3 bailleurs qui vont faire des financements spécifiques. Dans ces cas-là, on peut se retrouver avec des rapports spécifiques à trouver les mêmes, on va dire, dépenses ou les mêmes charges d'un bailleur à un autre, parce que personne n'est capable de pouvoir faire cette conciliation, alors que ces états financiers à usage général permettront de retracer l'ensemble de ces informations, puisque rappelons-nous tout à l'heure, toutes les transactions sont traitées dans un même système comptable pour pouvoir émettre des états financiers à usage général. Donc, quand on voit tous ces problèmes-là, on va trouver des solutions. Et la solution, c'est les directives IFR4NPO qui vont pouvoir les permettre. Le résultat fait face, on va dire, à tous ces problèmes qu'on a cités. Bien, des bailleurs de fonds qui sont en mesure d'évaluer la santé des partenaires potentiels parce qu'ils n'ont pas seulement leur financement, ils ont l'ensemble des financements qui sont reçus et l'ensemble des dépenses et comment c'est réalisé au niveau de l'entité. On a une réduction, bien entendu. Tout à l'heure, on avait dit qu'il y a un coût financier très important pour les reportings parce qu'on a des reportings par bailleur, on a des reportings selon le donateur, ce qui fait qu'il y a une multitude de reportings et une multitude de coûts. Et effectivement aussi, il y a un problème dans ces cas-là parce que le bailleur qui reçoit des rapports, qui reçoit des demandes de financement qui devaient être sous-tendues par des états financiers à usage général qui sont normés, ne l'a pas. Et dans ces cas-là, va peut-être perdre plus de temps ou prendre beaucoup plus de temps pour comprendre les états financiers qui ont permis de faire cette demande de subvention. Et effectivement, on se rend compte que les entités à but non lucratif auront des soucis pour recevoir souvent leurs fonds à temps réel au moment où ils le veulent, parce que le bailleur prendra le temps nécessaire pour comprendre ces comptes-là qui sont produits sur des normes qui sont très différentes ou des normes qui ne sont pas uniques. Ces directives vont également permettre de renforcer la capacité des entités à but non lucratif parce qu'ils ont la capacité d'avoir des états financiers, on va dire, normés. Ils vont avoir la capacité à démontrer, à fournir leurs éléments parce qu'ils ont des lignes directrices, ils ont des éléments qui peuvent leur permettre de le faire. Il y a effectivement aussi une assurance audit qui est simplifiée parce que l'auditeur, il va venir auditer les comptes tout simplement sur la base d'une norme et la mise en œuvre et l'application de cette norme sera vérifiée plus simplement plutôt que d'être dans un environnement où on va dire plusieurs normes sont utilisées, c'est les normes les plus proches, c'est les normes qui vous semblent logiques qui sont appliquées. Et tout cela permettra de se retrouver avec un secteur très résilient, plus transparent et un secteur vraiment crédible auquel le réseau mondial des parties prenantes fera vraiment foi et n'aura aucun souci pour les subventions qui sont prévues. Une fois qu'on a des objectifs, on en a 3. Les objectifs de ces directives-là sont de 3, à savoir l'amélioration de la qualité. On en a déjà parlé, c'est de la répétition, mais ça permettra encore de se concentrer, de savoir exactement pourquoi cette norme se concentre sur les états financiers. Parce que ces états financiers en général ont besoin d'être transparents, permettent de pouvoir justifier la crédibilité de l'information financière. Et ces directives permettront également de soutenir la production parce que les capacités des entités à but non lucratif seront très renforcées. Il y aura des mécanismes très clairs pour tout ce qui est reporting, pour la préparation
de tous les états financiers, à usage général. Mais elle va permettre également de traiter les problèmes spécifiques de toutes les entités. Chaque entité a ses problèmes. Chaque entité a sa façon de traiter ses opérations. Chaque entité d'un pays à un autre regarde la réglementation qui lui convient, selon le pays peut-être où c'est normé ou pas normé. Et dans ces cas-là, on a un problème de comparabilité. Le bailleur de fonds qui fait beaucoup de financement dans des pays différents ou même dans un même pays avec des entités différentes se retrouve souvent à recevoir des rapports qui ne correspondent pas, qui n'ont pas le même format. Et dans ce cas-là, il y a une difficulté de comparabilité de toutes les entités à but non lucratif. Donc ça fait, c'est le projet qui permettra d'avoir ces objectifs, de répondre à ces objectifs-là, de pouvoir relever ces défis-là en ayant une information de très haute qualité, très crédible et très utile. Après avoir parlé de ce contexte, de tous les objectifs qui sont poursuivis, des parties prenantes, de la vidéo qu'on vient de visionner, nous allons passer rapidement à un sondage pour voir exactement si ce qu'on s'est dit depuis un bon moment vous parle et nous poursuivrons dans quelques minutes. Merci. Nous avons 62%. Je partage les résultats. Diémé. Oui, merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du sondage. Oui, les réponses sont là. Nous allons passer sur le slide suivant, sachant que le oui grandement l'emporte sur j'ai quelques questions, mais nous allons partager avec vous les questions qui se sont posées lors de l'élaboration, lors de la préparation donc, de cette documentation de consultation. Les questions clés, je pense que vous vous êtes posé cette question, c'est à quel système comptable s'appliquera ces directives? Quelle sera la taille des entités à but non lucratif visées par cette norme? Qui est en train de conduire ce projet? Comment les directives sont en train d'être élaborées et quand est-ce qu'elles seront prêtes? Ça, je pense que c'est des questions que vous vous êtes toutes posées, même si vous ne l'avez pas mis au niveau du sondage. Je pense qu'on parle de ces questions-là et on va les développer dans les slides suivants pour vous permettre de répondre à ces questions-là. Quel système comptable? Dans les entités à but non lucratif,
on se retrouve souvent avec un spectre de système comptable qui dépend souvent de la taille, qui dépend souvent de l'exigence des bailleurs, et on a souvent une comptabilité de trésorerie, on a une comptabilité d'engagement et on a un mix de comptabilité modifiée qui prend en compte la comptabilité de trésorerie, mais rajoute des éléments de la comptabilité d'engagement. Quelle taille? Est-ce que quand on a une petite taille, on a un système comptable, on doit avoir un système comptable tel que le IFR for NPO? On verra dans les développements. Est-ce que ce sera, on va dire, intéressant ou il y a un besoin réel de mettre en œuvre ces normes-là? Les contraintes de capacité. Oui, on en avait déjà parlé. Quand on a des entités à but non lucratif qui n'ont pas une grande taille, qui n'ont pas assez de ressources, il y a forcément des problèmes pour pouvoir établir, pour pouvoir assurer un système comptable qui va être basé sur la norme internationale. On a des normes ou les réglementations. On voit dans des entités à but non lucratif, si ils sont dans des pays où il y a des directives, où il y a des normes, ils peuvent directement appliquer ces normes-là parce que c'est des normes qui leur sont imposées. Lorsqu'il n'y en a pas, on va surtout travailler sur la base d'une logique des États qui sont demandés par le bailleur, par les donateurs, et qui sont généralement des besoins basés sur une comptabilité de trésorerie, sans regarder spécifiquement quel est le besoin de l'entité elle-même. Et parmi ces pays-là, parmi les entités-là, il y en a qui sont dans des pays où il n'y a pas de normes, et dans ces cas-là, on regarde dans l'essentiel des normes internationales qui sont basées sur la comptabilité d'engagement et on les applique à ces entités, indépendamment de la taille, indépendamment des contraintes de capacité. Ce qu'on essaie de voir, c'est aller chercher des normes et ces normes-là sont souvent des normes qui se basent sur une comptabilité d'engagement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les contraintes de capacité, c'est quand on n'a pas cette taille, quand on n'a pas cette ressource-là, on n'est pas capable de produire une information financière dont l'entité a besoin, dont les bailleurs, les donateurs ont également besoin. On s'est dit aussi pour ce système comptable-là, au niveau des lignes directives, que l'information basée sur la comptabilité d'engagement n'est pas très pertinente pour les petites entités. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très lourd, ça va être moins efficace. Et pour ça, Momentum a développé des outils de diagnostic pour pouvoir se situer parmi ces entités, pour connaître le type, on va dire, ou le système comptable approprié et pouvoir définir la stratégie par rapport à son objectif. Donc, vous pouvez directement aller au lien qui est là, qui vous permettra d'avoir cet outil de diagnostic qui est très, très important, très riche, mais qu'on ne pourra pas développer ici. Donc, ce lien vous permettra d'accéder à tous les outils de diagnostic qui ont été développés par Momentum. Quand on parle de système comptable et on parle de comptabilité de trésorerie, comptabilité modifiée, d'engagement, on se dit c'est surtout par rapport à la taille, c'est par rapport à la capacité. Mais imaginons que nous divisons l'ensemble des entités à but non lucratif au niveau mondial en 3 parties. On a un niveau, on va dire 3, qui est la part la plus importante, qui utilise la comptabilité de trésorerie parce qu'il y a des besoins spécifiques, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il n'y a pas de réglementation, donc ils vont utiliser la norme, la comptabilité de trésorerie. Il y a le niveau 2, dont les exigences sont beaucoup plus importantes et qui ont besoin de comprendre, de pouvoir reconnaître leurs actifs et leurs passifs. Et c'est à ce niveau 2-là que va s'appliquer, que va se concentrer la norme IFR for NPO. C'est ce niveau 2-là qui a des exigences particulières, qui a des exigences beaucoup plus attendues et qui a besoin de plus comprendre son activité, de pouvoir les définir, de pouvoir les traiter. Et on a le niveau 1. Et parmi le niveau haut, ils ont encore des exigences, on va dire, beaucoup plus soutenues parce que ça va jusqu'à l'inspection en public et peuvent, dans ce cas-là, avoir l'obligation d'utiliser d'autres normes comptables. Donc, ce diapo synthétise les entités qui seront, on va dire, visées
visées par cette norme, visées par ces lignes directrices. Donc, c'est des entités qui ont des exigences particulières, qui ont besoin de reconnaissance de leur actif, de leur passif, donc qui vont avoir besoin de cette norme internationale. Une fois qu'on répond à ces questions-là, on va demander, bien entendu, qui conduit le projet? Ce projet-là, comment il est aujourd'hui organisé? Dans ce projet, il est conduit par Momentum. Vous avez vu la présentation de Samantha, qui est le directeur du projet donc, pour l'élaboration de cette directive au niveau de Momentum et de CIFPA, qui sont toutes des entités à but non lucratif et qui œuvrent aujourd'hui pour la meilleure présentation de l'information financière et qui travaillent sur, on va dire, la régulation et la normalisation de l'information financière au niveau des entités à but non lucratif. Samantha, si vous voulez un peu parler de la conduite du projet, ce sera un plaisir. Ndiem, je ne parle pas français. I heard you tell my name, but I don't know what you want me to say. Pardonnez-moi. D'accord, non, c'est bon. Oumou, c'est bon. C'était juste pour la présentation des entités aujourd'hui qui sont en train de gérer le projet, qui sont en train de conduire le projet, qui sont des entités à but non lucratif dont je parlais, Momentum et CIFPA. Et il y a aussi des bailleurs de fonds qui ont financé le coût de ce projet. Le projet est important, on va dire, l'équipe qui conduit est très réduite, mais ils sont entourés, ils sont appuyés par des consultants, le groupe consultatif, qui est composé de groupes consultatifs de techniciens qui sont là, qui sont issus des techniciens, on va dire, et des normalisateurs des 5 continents. On a aussi le groupe des praticiens qui sont là, qui sont les entités à but non lucratif, les parties prenantes, qui sont les comptables, les experts, les auditeurs, ils sont tous dans cette partie pratique parce que c'est très important également d'avoir la partie technique et la partie pratique ensemble pour aboutir à réaliser un projet très important, des lignes directives qui sont applicables et qui permettront de renforcer la crédibilité, la transparence de l'information financière produite par ces EBNL. L'autre question qu'on s'est posée tout à l'heure après le sondage, c'est de dire comment et comment se déroule le processus d'élaboration de ces lignes directrices et quand est-ce qu'on aura la finalité, quand est-ce qu'on aura le projet abouti. On voit des phases qui correspondent à des phases de processus, à des phases d'élaboration de toute norme internationale. On a la phase 1, qui est la phase de documents de consultation, qui permet de recueillir des contributions structurées des parties prenantes. On a la phase 2, qui est l'exposé du sondage, qui va permettre de recueillir l'ensemble des contributions, de les synthétiser, mais également d'élaborer les projets d'orientation pour les lignes directrices qui seront adressées au public. Nous allons voir l'ensemble de ce calendrier au niveau des slides suivants. Nous avons les directives finales en phase 3 qui seront prêtes à être adoptées en 2025 et bien entendu, la forme et la transition à l'adoption qui permettra aux utilisateurs, aux parties prenantes de pouvoir utiliser, de mettre en œuvre cette norme. Donc ça, c'est les questions qu'on avait tout à l'heure après le sondage, c'est la question, le système comptable, les tailles des entités, qui conduit le projet, comment les directives sont en train d'être élaborées, quand on aura ces lignes directrices et comment sont élaborées ces lignes directrices et quand ils seront, on va dire, elles seront prêtes. Et pour cela, on a besoin d'une rigueur technique dans la structuration des contributions. On a besoin de l'engagement des parties prenantes parce que sans ces parties prenantes, sans cette rigueur technique,
on n'arrivera pas à produire les normes telles qu'il est souhaité, telles que c'est prévu d'être mis en œuvre au niveau des entités à but non lucratif. Donc, ce sera l'occasion pour vous de pouvoir revenir sur vos avis et observations, ces réflexions, tout à l'heure quand on sera dans le groupe de travail qui permettront de structurer encore ces contributions et de s'assurer de votre engagement au niveau de cette conception de la directive, des directives. Ce slide présente l'engagement à cette date, l'engagement au 31 octobre, de toutes les parties prenantes à ce projet, de tout ce qui conduit le projet, de tout ce qui est le projet. Donc, en jaune, on a les consultants, les techniciens consultants. Cette couleur rouge-bordeaux, on a les praticiens. Ça, c'est le groupe consultatif dont on a parlé tout à l'heure. On a les pays champions, c'est en noir. C'est là, par exemple, où on a vu Mariama qui va présenter le slide sur l'engagement tout à l'heure. C'est ces pays-là où on a des champions. On a les groupes de référence des donneurs. Et parmi, aujourd'hui, on a 132 pays qui se sont engagés à ce jour-là. Et on verra, c'est une carte qui est dynamique. Et une fois que vous serez dans le site de Oumendoum, vous verrez exactement comment c'est en train d'évoluer. Après notre réunion, vous verrez effectivement qu'il va y avoir des mises à jour. Ça, c'est l'engagement au 31 octobre. Après avoir fait cette présentation à propos de la norme, le contexte de consultation, nous passons, on va dire, à vraiment le point le plus important de cette réunion. Comme on avait dit, ce n'est pas un webinaire de formation, c'est une réunion d'échange et nous allons le faire à travers ces petits groupes, ces sessions de travail que nous ferons sous peu avec des groupes qui vont désigner leur porte-parole et l'organisation de leur groupe qui sera définie par Oumou. Oumou, vous avez la parole. Merci beaucoup Ndiémé pour cette brillante présentation, vraiment très claire. Donc comme Ndiémé l'a dit, vous allez être divisés en groupes automatiquement nous allons vous rejoindre dans les groupes pour vous orienter un peu, mais vraiment à titre déjà indicatif. Vous aurez peut-être 2 minutes pour vous organiser, nommer un rapporteur du groupe, peut-être même, comment on dit, pas un président du groupe, mais en tout cas quelqu'un qui va coordonner le groupe et un rapporteur aussi, pour que rapidement vous puissiez aller et essayer de dégager deux questions clés qui se posent, donc que vous avez certainement discuté à votre niveau. 2 questions clés, 2 avantages de ce futur système que vous voyez et 2 défis principaux. Donc, on va essayer vraiment d'être très synthétique. 2 questions principales, 2 avantages principaux et 2 défis principaux. Et après, donc, il sera demandé à chaque groupe ou bien à ceux qui veulent intervenir, en tout cas peut-être pas à chaque groupe, ça dépendra du nombre de groupes, mais là je pense presque une centaine maintenant. Et donc, nous aurons pour tout ça, nous aurons 25 minutes pour les travaux de groupe et 25 minutes pour donc, le feedback, pour présenter le feedback des groupes. Voilà. Donc, je pense que Lucie peut lancer les divisions en groupe. OK. Merci. Joignez vos groupes, s'il vous plaît. Donc, welcome back. Merci de revenir au grand groupe. J'espère que ça s'est bien passé dans les petits groupes.
Mais si tout le monde est revenu, c'est bon? On peut démarrer? Oui, c'est bon. Continuez. OK. Voilà. Donc là, comme mes collègues l'ont dit, ce serait bien maintenant d'entendre vos réactions. Nous avons environ 20 à 25 minutes. Et donc, ceux qui veulent intervenir déjà et donner quelques réactions sur donc les travaux de leur groupe et donc ce qu'ils nous ont discuté, peuvent lever la main et vous demander la parole et nous allons donc distribuer la parole en fonction de ça. Voilà. Merci pour les applaudissements. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Touré. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez lever la main pour demander la parole. Samba Soubassa. Anissa a levé la main. Oui, Samba Soubassa du groupe 9. Voilà, on a déjà un reporter et je pense qu'il va faire la présentation. Merci. Donc, allez-y. Allez-y. Voilà. Bonjour tout le monde. Allô. Oui, allez-y, on vous entend. Ça va? Bonjour, c'est Thierno Muntaga Bousso, rapporteur du groupe 9. Bon, pour les avantages, je crois, c'est l'aspect, deux propositions ressortent. Il s'agit de la transparence dans l'information financière et d'avoir aussi une comparabilité dans les données financières. Ça a été ressorti. Maintenant, pour les défis, je crois que le premier défi qu'on a identifié, c'est le fait de lever les barrières qui pourraient exister pour la réussite de cette initiative. En prenant comme exemple la révision du Cisco OADA dans la zone ouest africaine. Donc, le deuxième défi, c'est de régler le problème de la participation inclusive des acteurs, tout en créant une harmonisation des systèmes d'information financière, n'est-ce pas, pour une meilleure capitalisation de l'information financière. Je crois si aussi j'ai laissé quelques éléments, les autres éléments du groupe vont réagir pour compléter. Merci. Merci beaucoup, M. Thierno. Si les autres membres du groupe veulent compléter rapidement, sinon on passe à une autre personne qui a demandé la parole. Merci beaucoup. Un point qu'on ne savait pas où le classer, c'est Alpha du groupe de Thierno et Sambassar. En fait, on se disait également qu'à l'issue de l'élaboration de ce référentiel-là, il serait bien de penser à la vulgarisation. Donc, est-ce que c'est des certifications qui vont être faites de façon gratuite? En tout cas, une large diffusion de ces référentiels-là serait intéressante pour permettre l'appropriation de tous les praticiens et de tous les acteurs qui travailleraient en fait dans ces EBNL-là. Merci beaucoup. Merci. D'accord. On peut passer à Madame Josiane. Qui a demandé la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de me passer la parole. Je vais essayer de faire un bref rapport du groupe 10. Par rapport à la première question, nous ne sommes pas accordés sur toutes les questions, nous sommes accordés uniquement sur la première, à savoir les bénéfices de la norme en faveur des parties prenantes vis-à-vis de tous les parties prenantes, c'est-à-dire les auditeurs, les donateurs, quels sont les bénéfices de cette norme, de cette nouvelle norme qui sera mise en place. Nous avons relevé déjà une sorte d'harmonisation des états financiers qui permettra une lecture rapide de ces états par les bailleurs. Donc, on aura, premier bénéfice, une lecture rapide
des états financiers, de l'information qui ressort de l'argent qui a été donné à l'ONG et du coup, une appréciation aussi de la capacité de cette ONG à la mise en œuvre du financement pour lequel elle avait reçu. Donc, le bailleur pourra rapidement le faire à partir de la norme lorsqu'elle sera mise en place. Et au niveau même déjà de l'ONG aussi, il y aura une gestion plus rapide de la trésorerie. Donc, voilà les deux éléments que nous avons relevés par rapport à la première question. Pour les autres questions, nous étions encore pour parler lorsque le temps est fini, déjà que nous avons commencé un peu plus tard. Donc, c'est un peu ce que notre groupe a dit par rapport au travail en atelier. Merci. Mais c'est déjà bien, très bien, merci. C'est bien. OK, il y aura d'autres occasions à travers le processus que Ndiémé a décrit pour que tout le monde puisse participer amplement. Merci. On passe la parole à... Merci. Vous voulez dire quelque chose? Excusez-moi. Non, juste pour dire si les autres membres du groupe avaient quelque chose à ajouter. OK. Sinon, sinon, la parole est à vous, quoi. Merci. D'accord, merci. Donc, on va passer la parole à Madame Anissé. Monsieur Anissé, est-ce que Monsieur Anissé, excusez-moi, voilà. Monsieur Anissé du Padma, voilà. Fida Benin, oui, excusez-moi, Monsieur Anissé, allez-y. Merci beaucoup. C'est le groupe numéro 8. Donc, nous avons échangé un peu sur les avantages et les inconvénients de l'uniformisation de la loi. Et donc, nous avons relevé comme avantage la compréhension commune de l'information financière. Donc, quand il s'agit de l'harmonisation de la loi, nous nous sommes dit également en deuxième point que ça permettra un allègement des coûts de production de l'information financière et comme troisième avantage, ça favorisera une meilleure prise de décision en matière financière. Nous avons relevé comme inconvénient que donc, élever les blocages qui pourraient survenir justement dans l'application de l'uniformisation, la différence entre les référentiels comptables entre les pays. Ça pourrait être un blocage pour l'harmonisation de la loi. Et les lois et réglementations de chaque pays qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, qui pourrait aussi constituer un point un peu de blocage. Également, les exigences des différents bailleurs sur chaque projet, vu que ça peut changer d'un bailleur à un autre. Voilà un peu les trois points au niveau des inconvénients et les 3 points au niveau des avantages que nous avons pu trouver au niveau de nos échanges du groupe 8. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, M. Anissé. C'est très clair, bien noté. Merci. On peut passer s'il y a d'autres groupes qui veulent intervenir. Je ne vois plus de mains levées. Il n'y en a pas un. Ouais. Donc, si. Arlette Oloumé. Arlette Oloumé, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci de me passer la parole. J'étais entourée des hommes qui m'ont choisi comme leader du groupe. Wow, formidable. Je vais juste appuyer ce que notre rapporteur a exposé. Déjà, en ce qui concerne les avantages, nous savons que l'information financière, en fonction des référentiels auxquels appartiennent les différents pays, peut être interprétée de diverses façons. Du coup, elle partira du Cameroun, par exemple, où je suis, pour les États-Unis, où se trouve mon bailleur de fonds. Si c'est le système de référentiel OHADA, nécessairement, il n'y comprendra rien. Ce qui nous amène directement à l'inconvénient qui se trouve à la droite lorsqu'Anissé projetait tout à l'heure la différence sur des référentiels comptables de chaque pays. Donc, aussi, nous avons l'allègement des coûts de production de l'information financière.
Lorsque nous savons que, par exemple, si je veux soumettre des états financiers à mon bailleur de fonds qui est américain, je dois d'abord faire un retraitement si je suis dans le système OHADA, et ça a un coût, que ce soit financier, que ce soit en termes de temps, bref, ça a un coût. Donc, comme avantage, nous aurons un allègement des coûts de production de cette information financière. De l'autre côté, on a les lois et les comme inconvénients, lois et réglementations de chaque pays. La loi au Cameroun n'est pas la même au Bénin, le référentiel comptable OHADA. Chaque pays a sa loi des finances, chaque pays a ses lois, ses réalités. Donc, pour moi, pour nous, dans notre groupe, nous pensons et nous aimerions bien voir comment est-ce que cette norme parviendra à capturer, n'est-ce pas, en fait, comment est-ce que cette norme parviendra à anéantir ces normes-là qui sont propres à chaque pays afin que cette norme soit vraiment universelle. Et enfin, nous avons comme avantage une meilleure prise de décision pour les parties prenantes. Si vous soumettez des états financiers à un bailleur de fonds et qui n'y comprend rien parce que vous les avez soumis sous un format qui ne lui est pas propre, et alors là, parfois, il peut rejeter votre demande de fonds ou bien votre proposition de projet parce qu'il n'a rien compris à votre reporting. De l'autre côté, comme inconvénient, nous avons les exigences des différents bailleurs. Nous avons un projet financé par l'USAID, nous avons un projet financé par l'Union européenne. Chaque bailleur vient avec ses exigences. Comment est-ce que cette norme-là, comment est-ce que vous entendez travailler avec les différents bailleurs de fonds afin que nous soyons tous unanimes sur la façon dont le reporting doit se faire? C'est ce que nous avons noté dans notre groupe en matière d'avantages et inconvénients. Excusez-nous si nous étions trop inspirés pour en avoir 3 au lieu de 2. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Arlette. Mais, très bien dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes excusés, même si vous en avez fait 3, c'est très bien. Il n'y a pas d'autres mains levées. On peut donc peut-être saisir le moment pour juste se donner quelques éléments de commentaires, réponses par rapport aux commentaires et aux questions. Je pense qu'il y a eu pas mal de points de vue donc, qui ont été exprimés ici par rapport au fait que chaque pays a sa norme, les lois de règlement de chaque pays, etc. Je pense que ça a été bien clair dans la présentation et peut-être que dans la suite, vous le verrez aussi, dans la suite de présentation que Mme Diémé va continuer. Il faut prendre un peu comme à l'image des IFRS. Comme elle l'a dit, c'est un processus de normalisation pour toutes les normes internationales. C'est le même processus qui est en train d'être fait pour cette norme qui sera donc destinée aux EBNL. Mais vous savez bien que au niveau des normes internationales, nous avons les IFRS. Pourtant, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun ou bien au Bénin ou au Sénégal, on n'a pas adopté les IFRS. Donc, il y a la norme internationale qui est là, mais chaque pays a son référentiel, a sa norme. Et dans la zone OHADA, nous avons donc, nous n'avons pas de normes donc, par pays, mais dans la zone. Donc, la norme commune aux 17 ou plus là, pays de la zone OHADA. Donc, actuellement, c'est au niveau vraiment international que la norme est en train d'être élaborée, comme vous avez vu dans la vidéo, comme Ndiémé l'a présenté. Mais le processus d'adoption qui va intervenir en 2025, comme elle l'a présenté aussi, ça, chaque pays sera libre de dire moi, j'adopte les IFR pour NPO ou bien je m'en inspire pour améliorer mon dispositif que j'ai déjà, ou bien. Ça, c'est vraiment, nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport à ça. C'est la légitimité donc, au niveau de chaque pays pour dire j'adopte tel référentiel ou tel autre. Donc, vraiment, ça, ce n'est pas un souci. Là, on est au niveau normalisation internationale. Vraiment, prenez comme à l'image des IFRS. Hein. Là, il y a peut-être les sociétés cotées en bourse dans la zone OHADA qui ont l'obligation, en Suisse même des états financiers de Cisco-OHADA, de produire des états financiers IFRS. Donc, peut-être qu'on va arriver aussi en 2025
les États, si vraiment le système législatif des États ou bien de la zone OHADA, ils disent que, OK, nous avons notre référentiel OHADA, qui d'ailleurs va venir, comme notre président nous l'a dit, le président de l'ONECA, M. Farka, a dit en introduction que la norme OHADA pour les EBNL est en cours de finalisation d'ailleurs et devrait peut-être intervenir en 2023. Donc, on aura notre norme OHADA pour les EBNL en 2023. Mais bon, Dieu sait que si dans 2030 ou 2040, on peut peut-être encore évoluer davantage vers cette norme internationale-là qui sera établie en 2025. Donc, vraiment, pas de problème pour... c'est deux axes parallèles, mais rien n'est imposé au pays à travers cette norme internationale. Rien n'est imposé. Et puis, les bailleurs de fonds aussi, ils sont partie prenante, hein, autant que les EBNL, autant que les professionnels comptables. Tout le monde est partie prenante. C'est l'objet de tout ce processus de normalisation pour que chacun se retrouve. Et les bailleurs de fonds auront l'avantage, comme a montré aussi Ndiémé, que les états financiers présentent l'image globale de l'entité qui est financée. Quelqu'un qui est financé par l'USAID, par la Banque mondiale, par le FIDA, donc tout ça, tous ces bailleurs-là ont besoin de l'image globale. Qu'on sache qui finance qui, pour éviter, comme elle a dit, les doubles financements, par exemple. La même dépense soit présentée à deux bailleurs. Ça, il n'y a que l'image globale des états financiers globaux à usage général, normés selon une norme nationale, régionale ou internationale. C'est ça qui va permettre ça. Donc, voilà un peu les grandes réflexions à ce moment. Si les collègues veulent ajouter Ndiémé, sinon, je pense qu'on va passer à la suite des présentations. Il y aura vraiment d'autres occasions. Cette fois-ci, c'était vraiment pour lancer le déclic, comme elle avait dit aussi, que vous allez voir sur le site de Humantum. Après, on verra l'engagement des parties. Nous espérons que vous tous, vous allez donc consulter le site de ce projet-là fréquemment, participer à tous les exposés, sondages, etc. Merci beaucoup à tous. Ndiémé, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Oumou. Je partage mon écran. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? C'est bon? Donc, on passe à la dernière partie de notre réunion. Merci beaucoup, en espérant que ces discussions vous ont permis de pouvoir s'engager et ça vous incitera également à partager vos réflexions, à s'engager dans le... Quelqu'un a la parole? Il y a un rapporteur qui voudrait prendre la parole. Lucie Oumou, c'est bon? On peut y aller sur la dernière partie de notre réunion? Oui, continuez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je disais que j'espère que cette partie de discussion, d'échange vous permettra de s'engager, d'apporter vos commentaires dans le développement, dans l'élaboration de ces lignes directives. Nous allons passer à la compréhension du document de consultation tel qu'il est présenté actuellement. Dans ce document de consultation, dans le processus, on vous donnera qui a été consulté, pourquoi ils ont été consultés, quoi et comment. Ça nous permettra de savoir exactement l'état d'avancement du processus et comment on va faire pour dérouler les étapes prochaines. La question qui, pourquoi, on a déjà vu tout ce qui doit être consulté, pourquoi, et on l'avait développé dans les slides précédents, les régulateurs, les normalisateurs, parce que c'est eux qui permettent de pouvoir valider, de pouvoir écrire les textes et les normes. On a les auditeurs qui assurent la mise en œuvre et l'application de ces normes-là
au niveau des entités. Les bailleurs de fonds, bien entendu, parce qu'ils sont destinataires et ils sont des utilisateurs des états financiers, et les entités, les EBNL elles-mêmes, qui sont les préparateurs, qui sont forcément aussi les parties prenantes de cette consultation. Le contexte, il est important parce que si on fait une consultation d'une norme internationale, sans prendre le contexte culturel des entités, de leur emplacement, il y aura un problème. La norme sera applicable pour tel contexte et ne sera pas applicable pour d'autres, alors qu'on vise à élaborer une norme internationale applicable à toutes les entités selon que l'État, le pays donné a pris la décision d'adopter ou de s'aligner sur ces directives. Donc, le contexte culturel est très, très important. Pourquoi on a consulté tous ces consultants, tous ces régulateurs, auditeurs? C'est parce qu'on a besoin de prendre l'ensemble des besoins des parties prenantes. Cette norme, elle est élaborée pour les parties prenantes. Donc, il ne servira à rien de pouvoir dérouler ce processus de consultation sans pouvoir recueillir leurs besoins. Mais forcément, l'objectif principal, ce sera de concevoir, de bâtir l'avenir de l'information financière qui sera renforcée et qui sera beaucoup plus crédible avec l'application de cette norme internationale. Dans la partie de la documentation de consultation, on a une partie 1 et une partie 2. Vous voyez au niveau de la partie 1, vous allez retrouver les 5 chapitres. Cette présentation, c'est juste pour vous permettre d'aller dans le site, de pouvoir comment organiser le document de consultation. Vous avez les chapitres 1 jusqu'à 5, avec, en passant sur la description des entités, on y reviendra tout à l'heure, les caractéristiques de ces organisations auxquelles va s'appliquer les normes, les besoins des parties prenantes, comme on l'a dit tout à l'heure, les cadres directives, les référentiels et le modèle proposé. Donc, le modèle proposé, ce sera le modèle qui sera la ligne directrice de la norme internationale. On a en partie 2 du document de consultation 10 éléments. Cette partie, c'est la partie 2 à 5, où on a des descriptions de qu'est-ce qui est entité déclarante, comment on va reconnaître les entités déclarantes, comment comptabiliser les ressources des entités, comment comptabiliser les ressources sortantes qui sont souvent les subventions octroyées. Ça, c'est des éléments spécifiques qui seront traités dans les lignes directrices. On a la comptabilisation des actifs financiers et non financiers, ça on le verra les points, parce qu'il y a des entités qui ont des actifs financiers, qui ont des stocks détenus, mais ils ont du mal à savoir comment comptabiliser, comment évaluer ces actifs. Et bien entendu, la finalité, c'est comment on va présenter ces états financiers, comment classifier ces dépenses et comment va être organisé les rapports narratifs. Et avant, on aura les coûts de recherche de financement, comment on doit les traiter au niveau de cette présentation. Ça, c'est la partie document de consultation qui est constituée on va dire, 5 parties qui nous sont présentées, en partie 1 sur le slide précédent, la partie 2 à 5 avec ces sessions de 10 éléments qu'il faut aller, on va dire, revoir au niveau du site pour pouvoir mieux comprendre le document de consultation. C'était un aperçu du document de consultation. Et on vient maintenant à l'engagement de réponse. Quelles sont les réponses aujourd'hui qui ont été obtenues avec la première documentation, demande de documentation? On a eu des événements. Il y a eu 965, comme on le voit, d'événements avec 965 personnes qui se sont connectées avec 96 pays. Il y a eu des réponses et on le voit. Ces réponses, on les a ici et vous avez la légende par rapport à la consultation, au document de consultation et toutes les réponses qui ont été obtenues. La prochaine étape. Tout à l'heure, on parlait de la phase de développement, d'élaboration d'une norme internationale. Là, on regroupe la phase, mais quelles sont les étapes qui nous restent? On est sur la phase de synthèse de consultation qui est en train d'être préparée pour que ça soit présenté en janvier 2022. Et un exposé du sondage, c'est ce qu'on avait dans la phase 2,
qui permettra de pouvoir remonter tous les avis, toutes les observations qui ont permis d'élaborer la norme, le projet de norme et les lignes directrices qui sont prévues en 2025. L'exposé de sondage sera fait en 3 étapes. La première étape en septembre 2022, la deuxième en mai 2023 et novembre 2023 pour l'exposé de sondage. Donc, c'est une période très importante parce que ça permettra d'avoir des périodes de réponse. Donc, ça sera exposé et on aura des délais de réponse pour permettre de prendre en compte ces commentaires, ces avis et observations qui permettront de finaliser et d'avoir des lignes directrices en 2025, en avril 2025. Je pense que nous avons fini cette partie sur les process de consultation, l'utilisation et le fonctionnement de la documentation de consultation, ainsi que la feuille de route pour les consultations à venir. C'est l'occasion pour vous, ce sera l'occasion pour vous de pouvoir encore vous engager, d'apporter des réflexions d'une rigueur technique, comme on avait dit sur les slides précédents, et nous vous attendrons sur les prochaines étapes. Oumou, je pense que Mariama peut avoir la parole, peut prendre la parole pour nous parler de l'engagement, de comment on va continuer à s'assurer que les parties prenantes, toutes les parties prenantes sont engagées dans ce processus d'élaboration des lignes directrices des informations financières des entités à but non lucratif. Voilà. Merci encore, Guémé. Et donc, nous allons passer la parole à Mariama Saousibi, qui est donc la directrice générale adjointe du projet Feed the Future, qui est financé par l'USAID. Et donc, ici, dans le cadre de ce projet IFR for NPO, qui est la championne Sénégal donc, pour ce projet, voilà, pour la promotion de ce projet. Donc, Mariama, tu as la parole. Merci beaucoup, Oumou. Merci également à Nguémé pour cette excellente présentation. Bonjour à tous. Comme vous l'avez déjà présenté, je m'appelle Mariama Kalidou. Je suis directrice générale adjointe du projet Feed the Future Sénégal Nafoire Watsadji, qui est financé par l'USAID, et je représente également l'initiative Infra for NPO au Sénégal. Donc, en fait, là, je vous dirais juste que les parties prenantes, c'est nous tous. Donc, vous êtes tous invités à participer à ce processus d'harmonisation du système d'information financière des entreprises à but non lucratif, et ce qui nous permettra de faciliter vraiment le rapportage financier et de gagner en productivité, comme l'a rappelé tout à l'heure Nguémé. En effet, si je prends mon cas, donc j'ai eu à travailler avec pendant plus de 15 ans avec plusieurs bailleurs de fonds, et vraiment chacun avait ses exigences qui sont différentes d'un bailleur à l'autre. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont vécu une expérience similaire. Voilà, donc nous sommes tous appelés à travailler ensemble afin de donner nos avis, de partager nos conseils et nos orientations pour bâtir l'avenir de l'information financière des entreprises au Sénégal, des entreprises à but non lucratif au Sénégal. Donc, après cette rencontre, tous les inscrits, j'espère que vous vous êtes tous inscrits, tous les inscrits recevront un mail avec les différents liens vers notre site web et les différents réseaux sociaux pour que vous puissiez vraiment rester informés et que vous restiez engagés. Nguémé, je te passe la main. Merci à tous. Nguémé, ton micro n'est pas activé. C'est bon. Merci beaucoup, Mariama. Merci beaucoup de nous avoir donné les canaux pour pouvoir rester engagés dans le processus. Et j'invite, comme vous l'avez dit, tous les participants et tous, même ceux qui ne sont pas participés, de pouvoir continuer à donner les informations dont on a besoin pour arriver aux résultats que vous avez tout à l'heure cités. Sans tarder, Oumou, je te repasse la parole pour voir si on a des questions à prendre, des questions complémentaires sur le processus de consultation. OK. Merci. Voilà, je pense que même s'il n'y a pas de questions au niveau du chat,
Je pense que nous avons vu que vraiment la participation, en tout cas, est très riche. Nous avons des membres donc, issus de tous les secteurs, tous les corps de métier, si on peut dire, au sein de la profession comptable et financière. On a des normalisateurs, on a des auditeurs, on a des régulateurs, on a des préparateurs. Donc, ce serait bien si vraiment, je ne veux pas citer de nom, mais on a en tout cas des VIP qui sont parmi nous. On aimerait bien les entendre. Vraiment un petit mot par rapport à comment est-ce qu'ils perçoivent ce projet, s'il vous plaît. Je ne veux pas citer de nom, mais je pense que comme le Sénégal et l'Afrique, hein, l'Afrique de l'Ouest et du Centre jusqu'à même toute l'Afrique, parce que je vois qu'il y a même Sao Tomé et Principe qui sont présents. Donc, vraiment, c'est toute l'Afrique. Ce serait bien si on peut recueillir 4 ou 5 commentaires de quelques parties prenantes très actives dans la normalisation en Afrique. S'il vous plaît. Donc, soit vous levez la main, soit vous y allez directement. Sinon, je vais désigner des volontaires, comme on dit. On a une personne ressource qui est connectée. Hein? Je pense que j'espère qu'elle est toujours là. C'est donc le consultant Omar Samb qui a quand même qui a écrit donc pas mal de livres donc sur la comptabilité, donc les praticiens comptables notamment, que beaucoup de personnes utilisent dans la région. Il y a les membres quelques membres du CPPC et la CNC aussi, OADA ou bien. Donc vraiment, il y a tout. Je ne peux pas citer toutes les entités qui sont représentées ici, mais s'il vous plaît, on aimerait bien vous entendre, même si c'est 1 minute, sur le sujet. Bonjour Ndiémé, bonjour Oumou. Omar Oui. Samb, expert comptable du Sénégal. En tout cas, je vous remercie pour ce brillant exposé que vous aviez mené. Et je vois que vraiment les dames prennent maintenant les choses en main et je vous en félicite. Merci. J'ai remarqué tout de même dans ce projet-là des entités à but non lucratif. On vise que les bailleurs de fonds. Mais peut-être il faut élargir cela à toutes les autres entités. Parce que le fonctionnement des bailleurs de fonds est complètement différent d'une association, d'une fondation, ou même d'un fonds de dotation. Donc, je crois bien qu'il faudrait élargir, parce que de tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, j'ai l'impression que cette norme est plus orientée uniquement pour les bailleurs de fonds. Certes, ils sont très importants, mais je pense bien qu'on doit aussi les régulariser, les autres. Et ça, je ne l'ai pas tellement perçu de toutes les façons dans tout ce qui a été développé. Bon, peut-être également, c'est des choses qui vont venir après, mais quand je voyais notamment les utilisateurs, il n'y avait que eux qui ont été cités. Or, les associations, il y en a vraiment, notamment tous les ONG qu'on voit, qui ne sont que des associations et qui sont constituées par des membres comme vous et moi, qui sont humanitaires ou autre chose. Alors, est-ce que ce projet qui est en cours prend en charge ces différentes catégories d'entités à but non lucratif, y compris d'ailleurs aussi les ordres et les syndicats, qui sont tous des entités à but non lucratif? Voilà ce que je voulais apporter, mais je trouve que le projet est intéressant. Et comme vous l'avez dit justement, que le normalisateur prenne cela sur le plan international, c'est déjà une très bonne chose. Mais ceci étant, je pense bien qu'au niveau des différents pays, si je prends le Maghreb, si je prends l'Europe, si je prends même le Canada, toutes ces entités-là ont déjà un projet, évidemment, comptable qui est spécifique aux entités à but non lucratif. Et je pense bien que tous ces gens-là, évidemment, vont contribuer pour que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, cette norme soit vraiment
la nôtre et que nous nous appuyons sur cette norme-là. Voilà ce que je voulais tout simplement apporter comme contribution. Et puis bon, effectivement, j'ai suivi le débat depuis le début jusqu'à la fin. Je vous en remercie. Merci beaucoup, cher Omar. Oui, vraiment, là, vous avez bien tout bien dit, hein, vraiment. Et je pense qu'effectivement, il faudra peut-être rectifier côté présentation, parce qu'effectivement, on parle trop des bailleurs de fonds, mais c'est sûr que vraiment, ce n'est pas les seuls, c'est sûr. Et comme vous avez dit, ce sera peut-être dans les futures présentations, l'accent sera mis aussi sur les autres utilisateurs qu'on a appelés préparateurs, mais c'est préparateurs et utilisateurs en fait. Comme vous avez dit, les organes de gouvernance des associations, des fondations, les membres des associations, la société civile, comme on a dit un peu rapidement société civile. Samantha, dans sa présentation, a parlé de société civile, mais c'est vrai que ça doit se ressortir encore mieux, ça doit ressortir. Vous avez raison. Et il y a aussi les États, effectivement, les États. Et dans les EBN, il y a les autres, les syndicats, c'est bien noté. Ce sera, je pense, rectifié au niveau de la présentation. Et effectivement, comme vous avez dit aussi, je pense que peut-être on ne va pas dire qu'on est les derniers, mais la zone OADA donc, est en train de mettre en place. Mais les autres, à travers le monde, la plupart des pays ont déjà des référentiels spécifiques à ce secteur. Et maintenant, la norme internationale, elle vient à l'image des IFRS par rapport au secteur commercial. Voilà. Donc, merci vraiment grandement pour cette contribution. Merci. D'autres contributions, s'il vous plaît? C'est bon? Donc, s'il n'y a pas d'autres contributions, je pense que nous allons demander au président de l'ONECA de faire la conclusion et la clôture. Serine? Oui, bonjour. Oumou? Oui, Serine. Voilà, allez-y. Voilà. Je vais connecter un moment pour des raisons toujours professionnelles liées à l'activité. Donc, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, la diversité, en tout cas, des participants. Donc, je remercie beaucoup parce que j'ai vu sur le premier sondage que quasiment toutes les parties prenantes avaient été représentées, avec une forte présence de la profession comptable et des acteurs des organisations à but non lucratif. Donc, ça montre l'intérêt effectivement de cet atelier d'information. Donc, c'est aussi remercier effectivement Oumentoum et SIFPA d'avoir fait confiance à l'ordre des experts comptables du Sénégal pour pouvoir organiser cette session de partage d'informations. Avec les groupes de travail, j'ai vu qu'il y a quand même des problématiques qui ont été relevées. Et donc, vraiment, je pense que tout ça participe à, en tout cas, renforcer, en tout cas, ou à recueillir suffisamment d'informations pour que, en tout cas, ce projet puisse être mené à bien. Je ne finirai pas sans remercier également l'équipe que tu diriges. En tout cas avec toute la commission de normalisation, avec Niémé, et en tout cas et tous les membres de l'ordre qui ont participé à ce travail-là, sans oublier le staff administratif de l'ordre que j'ai vu vraiment œuvrer pendant de longues semaines pour que cet atelier puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc vraiment merci à tout ce beau monde-là. Et encore merci à Oumentoum et à SIFPA de nous avoir fait confiance. Et merci à toutes les personnes qui ont participé et qui ont contribué de par leurs idées à ce que ce projet-là puisse se poursuivre et être parachevé. Donc vraiment merci à tout le monde et en tout cas on remarque notre disponibilité pour encore travailler fortement dans ce projet-là avec nos deux représentants, que sont Oumou et Oumar Tchoun, que le conseil avait mandaté vraiment pour suivre ce projet-là et participer aux consultations.
Donc, vraiment, merci à tout le monde et à bientôt, Inch'Allah. Allez, Oumou, c'est bon. Okay. Merci, Président. Oui, merci beaucoup, Président. Merci effectivement au Momentum de nous avoir donné cette opportunité. Merci à tous les participants. J'espère que vous avez apprécié la qualité des échanges qu'on a eus et vous pouvez continuer, comme m'a dit Mariama, à s'engager voilà, pour ce processus. Merci beaucoup à tous. Okay. Merci encore à tous. Et Samantha, tu veux lancer un mot de la fin? Samantha, un mot? Just to say, merci beaucoup. I have loved hearing the things you've said. Je ne pas comprends tout, mais I have understood enough, and I will talk to Oumou and Madame Ndiem and find out all the things you said and analyze them and think through them. I love hearing your input. Thank you so much to Madame Oumou and Madame Ndiem and to Oneka. Merci bien. And to Lucy for producing. I'm really grateful. Okay. Thank you. Merci. Okay. Merci, merci Lucie, merci à tout le monde, vraiment, et merci à vous tous les participants pour avoir quand même, comme on dit, sans vous, c'est pas possible. Donc, merci à vraiment tous ceux qui se sont connectés, même si c'est pour quelques instants, merci beaucoup. Merci. Merci, Madame. C'est dommage qu'on... Merci, Merci, Anissé, merci.